Bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette soirée. On vous remercie donc Jean-Marc Desval qui est orthoptiste et moi-même d'être venus nous écouter, vous parler d'ophtalmologie pédiatrique. Donc moi c'est un domaine qui me tient personnellement à cœur depuis que je suis interne. Donc j'ai eu la chance du coup de faire un interchu à Necker chez le professeur Duffier. Ici en ophtalmologie, en Nouvelle-Calédonie, je fais une vacation à l'hôpital depuis 3-4 ans là. Et depuis un an plus spécifiquement autour de la néonatologie avec les prématurés et puis les tout petits de moins d'1 an essentiellement. Alors quels sont les objectifs du coup de cette présentation? C'est de vous expliquer les spécificités, les enjeux propres à l'ophtalmologie pédiatrique, de savoir orienter le diagnostic par un premier examen clinique, par vous-même au cabinet, de connaître les signes d'appel cliniques et les grandes pathologies oculaires de l'enfant, et du coup de savoir déterminer grâce à cela le degré d'urgence de la consultation chez l'ophtalmologiste. Enfin, on abordera les situations où la consultation ophtalmo est systématique, qu'il y ait ou non un point d'appel. Alors les enjeux de la pédiatrie de l'enfant, ça va être d'éliminer bien sûr une pathologie cécitante, voire létale. Cécitante, c'est d'autant plus important qu'en fait l'enfant est un adulte en devenir et il y a une période très sensible de neuroplasticité où en fait toutes les connexions intercérébrales et le développement des aires visuelles au niveau cortical s'installent. Donc tout ce qui va pouvoir se passer à ce moment-là peut avoir des conséquences néfastes pour le futur et irrattrapables. Donc ça c'est vrai surtout jusqu'à 2 ans, donc dans les 2 premières années de vie, toute la fonction visuelle et l'oculomotricité se mettent en place. Après il reste une plasticité jusqu'à 6 ans qui décroît, qui est de moins en moins importante jusqu'à 10 ans, jusqu'à être complètement stable. Et donc bien sûr il y a de grandes interconnexions entre le développement cérébral et le développement visuel de l'enfant. L'un est un peu dépendant de l'autre et vice-versa. Et donc ça peut être important que l'enfant voit bien, bien sûr pour sa scolarité, il faut qu'il voit bien au tableau pour qu'il soit à l'aise. Il y a aussi un confort de vie, s'il est équipé en des lunettes bien adaptées à son trouble réfractif, il sera également plus heureux, de même que si on traite correctement ses pathologies de surface et l'allergie. Il y a aussi au niveau de l'estime de soi de l'enfant, tout ce qui va être la prise en charge des strabismes et des malformations. Donc on a donc des objectifs assez importants. L'ophtalmologie chez l'enfant, c'est un peu, on peut faire le parallèle entre la pédiatrie et la médecine adulte, et c'est aussi une surspécialité au sein même de l'ophtalmologie, comme il y a des cardiopédiatres en pédiatrie, parce que l'enfant est un patient, et son œil est un organe à la physiologie très différente de chez l'adulte. Donc il y a des pathologies qui sont spécifiques à l'enfant, et donc en tant que médecin, ça demande une sensibilité, un intérêt assez personnel à la chose, parce que l'enfant est quand même un patient très différent et qui demande de la patience pour l'examiner, mais également, en outre les connaissances sur ces pathologies, du matériel pour pouvoir l'examiner, notamment s'il a moins de 3 ans, parce qu'en cabinet, avec le matériel habituel, on peut être très limité. Et enfin, si vous avez l'habitude de prendre des enfants, vous savez que la relation aux parents peut être assez délicate, parce qu'il faut bien sûr que les parents adhèrent au bilan et au traitement, et parfois on a du mal à leur faire comprendre qu'il faut mettre des gouttes avant d'examiner l'enfant, qu'il faut qu'il porte des lunettes, qu'il faut qu'il ait l'IRM, qu'il faut qu'il se fasse opérer, qu'il mette un patch ou qu'il voit le pédopsychiatre si on pense qu'il fait de la simulation. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'œil de l'enfant, il n'y a pas grand-chose, mais le point le plus fort, c'est son pouvoir d'accommodation qui est extrême et qui peut aller jusqu'à 10 dioptries. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'ophtalmo, dès qu'il y a un enfant qu'on juge pathologique, on va le revoir sous des gouttes qui s'appellent des cycloplégiques pour refaire sa réfraction pour lui faire ses lunettes. Parce qu'en fait, grâce à ce pouvoir d'accommodation, par exemple, on peut mesurer -2, ce qui signifie une myopie de -2. On va le revoir sous skiacol ou sous atropine et on peut trouver +5. Ça veut dire qu'il aura accommodé de 7 dioptries, ce qui est énorme. Donc les gouttes, c'est le skiacol ou cyclopentolate, c'est une titunidose qu'on instille 45 minutes avant l'examen, qui est contre-indiquée en cas d'épilepsie, mais globalement une épilepsie très mal équilibrée. Normalement, on le fait au-delà d'1 an, mais il y a quelques équipes qui le pratiquent dès 10 mois. Et il est parfois instillé à des tout petits bébés. Là, ceux qui nous reviennent d'Australie, qui ont eu du laser pour leur rétinopathie, ils ont du skiacol. Donc bon, on va garder 1 an en mémoire. Et pour les plus petits, on utilisera alors parfois l'atropine 0,3% si c'est vraiment nécessaire.
et du 0,5% au-delà. L'atropine peut être aussi plus cycloplégiante, entre guillemets, pour les petits mélanodermes qui peuvent être un peu plus résistants à l'effet du sciacol. Donc toujours l'œil de l'enfant, je rappelle, donc la période sensible où toutes les fonctions et les aires visuelles se développent dans les 2 premières années de vie. Heureusement, le cerveau de l'enfant est plastique, donc on peut toujours récupérer des petits soucis. L'organe donc est en croissance, le globe continue de grandir, on va dire dans les 3 ou 4 premières années. La fovea, donc le centre de la macula, est mature à 45 mois, donc c'est là où la vision est semblable, on va dire, à l'adulte, pas avant. Faut savoir aussi que la pression intraoculaire de l'œil de l'enfant est inférieure à celle de l'adulte. Et petit détail, en cas de chirurgie, c'est très très inflammatoire. Donc forcément, l'ophtalmologie chez l'enfant, comme vous, l'ophtalmo, il vous demande c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, qu'est-ce que vous voyez comme lettre? Ça peut être quand même très difficile de le faire coopérer, voire il ne coopère pas du tout, surtout s'il a un âge non verbal. Donc on va évaluer, l'évaluation de son acuité visuelle, bien sûr, est souvent imprécise et très difficile. Là, quand on voit un enfant derrière ce réfracteur, bon, c'est un petit peu le rêve. Ça se passe très rarement comme ça. Et même, ce n'est pas la méthode idéale pour un enfant pour faire ses lunettes. Mais bref, du coup, ça, c'était pour montrer ce qui est impossible d'obtenir. Et donc, souvent, pour les tout petits bébés, quand on essaie d'évaluer leur vision, on est obligé de faire plusieurs examens, parce que des fois, ils ne veulent même pas nous regarder. Donc, on est obligé de les revoir souvent. Donc, heureusement, on peut collaborer pour ça avec les orthoptistes, avec qui on fait un travail très fructueux. Et donc souvent, comme il faut les surveiller, les contrôler, on part souvent pour un suivi assez prolongé avant d'être sûr que tout aille bien. Là, ici, par exemple, pour évaluer la vision, pour vous dire comme c'est imprécis, en dessous de 2 ans, on utilise ce qu'on appelle le bébé vision, où on a des cartes comme ça avec des petites bandes noires et blanches en fait, de différentes mesures d'angle en fait, qui correspondent à des acuités visuelles. Hop, ici, là, les petits carrés, ici, les petits ronds. Et donc, on présente à l'enfant, caché derrière, le petit rectangle d'un côté ou de l'autre, et on regarde si l'œil de l'enfant va préférentiellement vers ce côté-là. Et donc, on en déduit son acuité visuelle. Vous voyez que c'est assez imprécis quand même. Donc, au tout début, on a quand même des signes qui peuvent nous rassurer. La présence d'un sourire réponse, l'ébauche d'une fixation, d'une poursuite, qui est là dès les premières semaines, premiers mois. Et l'absence de réaction à l'occlusion unilatérale. Donc ça, on y reviendra, l'occlusion unilatérale. Donc on y revient, le bébé vision, entre 4 et 15 mois, c'est quand même un bon test qui permet de faire un suivi et qui est assez appréciable quand même. Donc voilà, ici, c'est vu de l'autre côté, voilà ce que le bébé voit. Il regarde ici, donc là, on sait qu'il a vu ça, hop, ça nous donne une petite évaluation de son acuité visuelle. Et ensuite, on aura des méthodes identiques à l'adulte, à l'âge verbal, à partir de 3 ans, pour évaluer sa vision. Donc il faut aussi du matériel adapté évidemment pour ces tout petits parce qu'on ne leur fait pas faire ce qu'on veut, c'est assez impossible de leur faire se mettre sur une machine comme ce réfracteur avant un certain âge. Alors des fois on a des surprises mais globalement avant 3 ans ils ne peuvent pas. Donc l'idéal c'est d'avoir un réfracteur portable comme celui-ci. Pour l'examen à la lampe à fente, c'est pareil. Des grands enfants de 5-6 ans, ça va. Ici, ce petit, il est tranquille, on peut lui faire son fond d'œil. Mais l'idéal, c'est d'avoir un examen avec ce casque, ce qui permet donc d'examiner l'enfant dans les bras de sa mère ou allongé, et d'avoir une vision beaucoup plus précise, beaucoup plus étendue, et d'examiner notamment la périphérie. Quand on examine comme ça, souvent, c'est un peu à la volée. On aperçoit souvent le principal, mais au moins avec ça, je trouve que vraiment... c'est l'idéal pour les tout petits. Alors souvent, donc on va avoir besoin de la contention, on va avoir besoin de quand même maintenir l'enfant, et donc l'aide des parents est précieuse. C'est eux qui doivent être là, ils doivent quand même bien coopérer pour réassurer l'enfant et bien adhérer à l'examen. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Là, qu'est-ce que vous allez lui faire? Mais il a mal, docteur, oulala. Donc c'est souvent un peu la panique. Parfois, idéalement, il vaut mieux que ce soit la secrétaire ou une aide-soignante ou une infirmière qui nous aide à le tenir. Donc quand c'est nécessaire, on les installe comme ça, on les emmaillote devant une lampe à fente en faisant l'avion quand vraiment on a besoin de regarder au microscope. Vous voyez, il y a même des dispositifs dans certains centres où le bébé est allongé, la tête face à l'examen. Donc c'est quand même souvent, ça crie, ça pleure, on n'est pas loin de l'examen vétérinaire et c'est pas évident.
Donc, il faut être bien accroché. Alors, on a des petites techniques. On va les emmailloter. Les tout petits bébés, ça marche bien. Ou leur donner du sucre. Il faut que les parents soient bien présents avec l'enfant. On leur dit, chantez-lui une petite chanson. On met de la musique. On propose la tétine. On lui promet un bonbon ou un McDo après l'examen. Ça marche toujours. Et il faut pas mal faire le clown, et coucou, et machin, et regarde ci, regarde comme ça. Pareil pour les faire lire, on est obligé de se déplacer, et ça c'est quoi, et ça c'est quoi, et ça c'est quoi, parce que si vous restez sur votre chaise, dès que l'enfant a une libre d'autotype à 7 ou 8 dixièmes, parfois il ne va pas vouloir se lancer, alors que si lui on montre un par un, là, tout de suite, il repart. Donc on mouille bien sa chemise, il faut être bien motivé et inventif comme un géo. Voilà, voilà. Mais parfois, malgré tous ces efforts, on ne peut pas se passer d'un examen sous anesthésie générale, ou parce que vraiment l'enfant est trop difficile à examiner, hein, notamment certains autistes qui peuvent être plus ou moins agressifs, ou alors quand l'enjeu est très important comme d'éliminer une tumeur. Si on a besoin de mesurer la pression intraoculaire, et aussi pour tout ce qui est des pathologies très sévères de l'enfant, le suivi des glaucomes et des cataractes opérés. Voilà. Je fais un petit rappel anatomique, parce que bon, des fois, en communiquant entre confrères, on se rend compte qu'il y a des petits problèmes de compréhension sur l'anatomie. Alors, si vous la connaissez bien, je m'excuse. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'appareil lacrymal. La glande lacrymale qui sécrète les larmes, elle est située ici, en supéro-externe. Les larmes, ensuite, ils cheminent ici, le long de la rivière lacrymale, sur la paupière inférieure. Et ensuite, ils sont excrétés au niveau des deux méas, supérieur et inférieur, canalicule supérieur et inférieur. Et ils se réunissent ici au niveau du sac. Voilà. Ça, c'est pour les larmes. Ici, on a un fond d'œil normal avec le nerf optique ici, la papille, d'où partent les vaisseaux. Et le centre ici, là, c'est la fameuse macula, qui est l'aire visuelle la plus importante, quoi, qui détermine les couleurs et l'acuité visuelle précise. Ici, en coupe, ce que j'aime bien préciser... pardon. Donc là, le blanc, c'est ce qu'on appelle la sclère. La sclère, elle est recouverte de la conjonctive, donc, qui est transparente. Ensuite, au centre, on a la cornée, qui est transparente aussi également, et qui est devant l'iris, là, marron ou bleu. Et entre les deux, il y a un espace, en fait, qui s'appelle la chambre antérieure, et qui est rempli d'humeur aqueuse. Voilà. Donc là, ça, c'est la cornée, c'est cette partie-là. Dans l'aire pupillaire, juste derrière, hop, il y a le cristallin. Il y a le cristallin qui est ici, et donc ensuite à l'arrière, le vitré, la rétine qui tapisse donc la choroïde et en arrière la sclère. Et ici, le nerf optique qui repart en arrière. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dès les premiers mois au cabinet si les parents viennent vous questionner pour un problème ophtalmo? C'est comme toujours, on va observer l'enfant, bien sûr. Ensuite, il suffit de peu de matériel pour se débrouiller. Donc une petite lampe torche, un peu comme celle-ci, mais voilà. Un écran, donc ça peut être des lunettes avec une petite occlusion d'un côté ou de l'autre. Un patch, une compresse avec un sparadrap à mettre sur l'œil, ou juste avec la main, on va pouvoir cacher, tout simplement. Une petite cible pour lui dire regarde par-ci, regarde par-là. Et donc pour les plus chanceux, on aura un test de langue. Les échelles d'acuité, en général, vous en avez quelques-unes dans les cabinets. Et certains auront un ophtalmoscope direct et des mallettes de dépistage. Donc quand on examine l'enfant, on le regarde, même s'il vient pour un problème d'un œil, on regarde d'abord en binoculaire et en monoculaire. Parce que si on se précipite sur ses deux yeux, en général sur un seul œil, ou si on cache un œil, ça va lui faire peur. Donc on commence par les deux yeux ensemble. Donc au niveau de l'observation, qu'est-ce qui va nous faire dire que le comportement visuel est anormal, quel que soit son âge? Donc ça va être une mimique pauvre et une absence de sourire. Le plafonnement ou l'errance du regard. La présence d'un nystagmus, un strabisme permanent ou un strabisme intermittent au-delà de 4 à 6 mois. D'autres symptômes également doivent alerter, un torticolis ou une attitude vicieuse de la tête et une occlusion unilatérale. En fait, l'enfant, il se met comme ça, il cache un œil, ça veut dire qu'il voit double, donc il est gêné. Donc là, les 2 points sont plutôt pour les pathologies oculomotrices. Et donc, globalement, tous ces symptômes doivent alerter, c'est un comportement visuel anormal. Pour les tout petits, il y a 2 autres signes qui sont assez intéressants. Ce qu'on appelle le signe digito-oculaire, donc un enfant vraiment qui a une malvoyance profonde, il va s'écraser un petit peu la rétine comme ça avec ses yeux parce que ça va lui produire des stimulations lumineuses. Si vous le faites sur votre œil, vous allez sentir des lumières ou des flashs, donc lui c'est ce qu'il fait parce qu'il ne voit rien.
Et il y a aussi le signe de l'éventail, donc on se dit « Oh, bah, il regarde ses mains là de tout près », ça il faut faire attention aussi, parce qu'en fait, pareil, il se produit des stimulations lumineuses entre jour-nuit, jour-nuit. Voilà, donc ça c'est le signe de l'éventail. Tout ça c'est des signes de malvoyance profonde. Alors il y a un diagnostic d'élimination, mais qui existe, c'est le retard de maturation des voies visuelles. Donc c'est un enfant qui a une errance du regard, pas de fixation, pas de poursuite. Alors en général, on voit à 3-4 mois de vie. Et donc on l'adresse au pédiatre, l'examen neurologique, l'examen systémique est normal, et l'examen ophtalmo aussi. Donc si on veut pousser un peu les investigations, s'il est vraiment très inquiétant, on fait un ERG qui revient normal, et le PEV sont immatures. Et donc en fait, c'est une anomalie du développement visuel qui a un retard, et vers 6 mois, en général, il y a une évolution favorable. Mais ça, c'est un diagnostic d'élimination. Donc toujours en binoculaire avec votre petite lampe, vous allez pouvoir tester aussi son intérêt visuel, voir en général, même s'ils sont peu coopérants, les lumières, ça les intéresse, alors on le fait regarder par-ci, par-là. Et si vraiment il y a un comportement très suspect de malvoyance, on peut tester son réflexe de clignement à l'éblouissement, c'est-à-dire qu'on lui met une grosse lumière dans les yeux, et s'il voit ne serait-ce qu'un petit peu, bah, il va fermer les yeux parce que ça le gêne. On peut pareil faire ce qu'on appelle le clignement à la menace, c'est-à-dire agiter un petit peu la main devant lui, pour voir si, pareil, il a le réflexe de se protéger en fermant les yeux. Alors, avec la lampe, on va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle le test du reflet cornéen, c'est-à-dire qu'on met la lumière dans les yeux de l'enfant, et là, en bas, on voit que la lumière se projette au centre dans les deux pupilles et de manière symétrique. Donc là, c'est-à-dire que les yeux sont alignés, il n'y a pas de strabisme. En haut, là, la pupille, la lumière apparaît au centre, et là, sur le côté, elle est légèrement décentrée à l'intérieur, donc on a un strabisme divergent. Ça, c'est les reflets cornéens. Et on peut examiner aussi les pupilles, rien qu'avec sa petite lampe, apprécier leur taille. Ici, on a une anisocorie, avec une mydriase de ce côté-là. On peut apprécier leur forme, qui peut être... on n'a pas forcément une pupille ronde, et tester le réflexe photomoteur. Toujours avec la petite lampe, on peut regarder le segment antérieur, même sans un microscope, apprécier s'il y a des sécrétions, quels sont leur aspect, leur couleur, voir s'il y a une hyperémie conjonctivale et puis l'évaluer un petit peu. On va apprécier la cornée, sa taille, sa transparence et éventuellement, grâce à un test à la fluo, voir s'il y a une érosion de l'épithélium, c'est-à-dire de la surface de la cornée. Là, par exemple, une cornée comme ça, ce n'est pas forcément fluo plus parce que la cicatrice, elle est à l'intérieur. Voilà. Et on va apprécier aussi la symétrie des globes, on a l'impression qu'il y a une cornée qui est plus grande ou un œil qui est plus volumineux. Donc là, c'est par exemple un segment antérieur normal. Ici, il y a un petit infiltrat sur la cornée. Bon, ça, ce n'est pas un enfant, c'est un abcès. Et là, ici, on voit ce petit niveau. Là, ça, c'est du pus. Ce qu'on appelle un hypopion, c'est du pus dans la chambre antérieure. Donc, qui est dans l'espace liquidien, là, entre la cornée et l'iris. Voilà, donc ça, c'est l'hypopion. Chez l'enfant, il faut s'en méfier parce qu'ils ont rarement des infections. Donc, un hypopion, ça va plutôt être d'étiologie tumorale. Alors maintenant avec notre petite cible, alors là j'en avais pris une, ça peut être l'œil de bœuf ou alors un petit crayon avec un petit Mickey au bout là. Donc vous allez pareil évaluer, cette fois-ci c'est quand même plus, comment dire, ça demande une acuité visuelle meilleure que la lumière, mais du coup on va à nouveau évaluer son intérêt visuel, sa fixation, sa poursuite, voilà, en promenant un petit peu le truc, donc ça demande de faire un peu de gymnastique. Donc là, on évite de faire du bruit parce qu'on teste sa vision, donc on ne fait pas trop de bruit. Après, si on veut tester l'oculomotricité, donc les versions, c'est-à-dire les mouvements des yeux, là, on peut y aller et faire du bruit. Le but, c'est de voir si l'œil bouge ou pas. Donc ici, dans le regard en haut, on lui demande de regarder en haut, on voit que celui-ci ne veut pas regarder en haut. Ici, on lui demande de regarder en bas, on voit que celui-ci ne veut pas regarder en bas. Voilà, donc ça, c'est pour tester l'oculomotricité. Alors ensuite, pour ceux qui seront les plus chanceux, il y a un petit examen quand même qui vaut le coup d'investir, ça coûte 100 € à peu près, ça s'appelle le test de langue. Alors il y a une autre version qui permet de tester le relief également, c'est le VIRT, ici avec les ailes de mouche, je ne sais pas si vous connaissez, en général on les a toujours vus ou fait quand on était petit. Alors globalement, on va pas, ça va être difficile de résumer entre la stéréoscopie, la correspondance rétinienne, etc. Mais en gros, on va dire qu'un langue qui est normal, on va quand même être assez rassuré parce que pour avoir un langue normal, il faut avoir une bonne acuité visuelle aux deux yeux et absence de strabisme permanent ou en tout cas un strabisme très faible. Et s'il y a un strabisme, il sera de très faible amplitude et en général, du coup, il ne sera pas tout à fait normal. Donc s'il est vraiment normal, en gros, on se dit tout va bien. Et s'il est un petit peu anormal, on va se méfier parce que ou il y aura un des deux yeux qui sera très amblyopes parce qu'il ne pourra pas voir le relief, ou alors qu'il y aura un strabisme.
S'il y a un problème de coopération, on peut le savoir avec l'étoile, parce qu'en fait, l'étoile, là, elle est visible même avec un seul œil. Donc au moins, ça permet de savoir si il ne répond pas parce qu'il n'a pas voulu coopérer ou parce qu'il ne voyait vraiment pas le relief. Et ça permet aussi parfois de débusquer un simulateur, parce que des fois, il regarde les lettres au loin, là, 5 mètres, oh là là, je vois rien, c'est la catastrophe. Et puis on lui montre le test, ah, il voit la Lune, parce que comme c'est à 1 mètre, ça de près, il voit, donc il voit la Lune, l'éléphant et la voiture. Et donc nous, on l'a démasqué, parce que s'il voit la Lune, l'éléphant et la voiture, c'est qu'il ne voit pas si mal que ça. Voilà, alors ensuite, le fameux test de l'occlusion unilatérale. Donc à nouveau, en cachant un œil, donc, ou avec un petit cache là, ou n'importe quel autre procédé, on va d'abord tester la fixation et la poursuite, voir comment il déplace son œil, s'il arrive à avoir une petite cible. Ça, c'est pour apprécier son acuité visuelle et éventuellement sa symétrie ou son asymétrie. Parce qu'en cas de forte réaction à l'occlusion, ça peut être un signe d'amblyopie, parce que l'enfant ne supporte pas d'être dans le noir si on lui cache son bon œil. Je crois que ça ne marche plus, c'est vrai. Si on lui cache son bon œil. Voilà, donc si vous trouvez des choses comme ça pour, pour faire l'occlusion, ça peut peut-être un petit peu mieux marcher. Voilà. Ensuite, toujours en monoculaire, après on passe aux échelles d'acuité. Donc souvent chez l'enfant, pour le rassurer, il vaut mieux commencer les 2 yeux ensemble avant de cacher un œil, donc d'abord en binoculaire puis en monoculaire. Je vous conseille de d'abord tester la vision de loin. Pareil, l'enfant a beaucoup moins peur quand on commence à lui présenter un petit truc sous les yeux. Oh là là, c'est quoi? Plutôt que tout de suite, le test de loin, ça peut, voilà, il peut manquer de coopérer. Et une bonne acuité visuelle de près, ma foi, est tout aussi rassurante. C'est un petit peu différent, mais c'est déjà un point, à force d'examens successifs, où on peut se rassurer. Donc on commence par la vision de près, après la vision de loin. Et si l'enfant est vraiment trop petit, ou trop timide, ou qu'il n'a pas encore bien la parole pour nommer les dessins, on peut lui montrer ce petit carton-là et par appareillement lui demander ce qu'il voit, et il montre avec son doigt. Et donc les plus chanceux auront un ophtalmoscope direct pour tester alors, le fond d'œil s'ils se sentent de le faire, et puis sinon au moins la lueur pupillaire, de loin, on voit quand même bien le reflet orangé de chaque pupille qui doit être symétrique et présent aux 2 yeux. Et il y a aussi des mallettes de dépistage complètes qui sont souvent utilisées par les pédiatres. Alors, donc la fameuse amblyopie, donc l'amblyopie c'est un œil qui voit moins bien que l'autre et pas bien, donc ça peut être, bon, on parle d'amblyopie à partir d'une différence de 2/10 entre les deux. Elle peut être plus ou moins profonde et on distingue 2 sortes d'amblyopie. L'amblyopie organique qui vient par préviation visuelle, donc il y a une maladie de l'œil qui empêche la vision de se développer. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'un œil qui ne voit pas se met à loucher. Donc il part d'un côté ou de l'autre. Le plus souvent en divergence, mais il peut aussi partir à l'intérieur. Donc un œil qui ne voit pas se met à loucher, mais à l'inverse, un enfant qui louche, pour ne pas voir double, va se mettre à neutraliser. Donc ça va entraîner une amblyopie fonctionnelle. Donc à ce moment-là, l'amblyopie est la conséquence du strabisme. Donc tout ça pour dire qu'un strabisme permanent, il va falloir évaluer sa vue et son fond d'œil, les deux, de façon assez rapide, pour savoir de quel côté on se trouve. Alors qu'est-ce qui est amblyogène pour un enfant? Qu'est-ce qui va faire que sa vision va moins bien se développer d'un côté ou de l'autre ou des deux? Donc c'est s'il y a un obstacle sur les rayons lumineux. Donc ça va être le ptosis. Le ptosis, moi j'arrive pas. Voilà, le ptosis, les hémangiomes, ça c'est une étiologie assez fréquente, les hémangiomes palpébraux, ici on voit là au cours du traitement que ça régresse. Et toute occlusion de l'œil, donc il faut faire attention quand même quand il y a des traumatismes ou des choses comme ça au niveau oculaire, de ne pas gêner la vision. Même quelques semaines, ça suffit à induire une amblyopie chez un enfant. Bien sûr, toutes les atteintes organiques de l'œil sont amblyogènes, les opacités cornéennes, la cataracte, le glaucome, les rétinopathies, et donc d'autant plus qu'elles sont unilatérales. Alors ici, chez ce petit, on voit, ça c'est une atteinte de rubéole. Donc, normalement, on n'en voit plus trop aujourd'hui, quoique avec les modes anti-vaccins, peut-être qu'on va en revoir. Mais voilà, une opacité cornéenne, ici on voit que c'est sur la cornée, et ici c'est dans l'aire pupillaire, donc là c'est une cataracte. Et ensuite, les troubles de la réfraction. Les troubles de la réfraction, donc myopie, hypermétropie, astigmatisme, sont pourvoyeurs d'amblyopie, d'autant plus qu'il y a une asymétrie entre les 2 yeux. C'est-à-dire qu'il y a un œil qui va être très hypermétrope et l'autre non, très astigmate et l'autre non. Donc ça, c'est la source la plus fréquente d'amblyopie. Et alors, comment on rééduque une amblyopie? Tout d'abord en faisant porter des lunettes en permanence
Et ces lunettes seront mesurées sous cycloplégie. Donc en fait, on voit l'enfant sous skiacol, sous atropine, on mesure et on lui prescrit ça comme lunettes. Donc bien sûr, il faut des montures adaptées à l'enfant, idéalement en plastique, qui vont s'adapter à la morphologie de leur nez, souvent plat, et bien réglé, parce que là on voit ce petit garçon, il a une monture en métal qui ne tient pas bien, qui tombe un peu, donc il a peut-être bien mis son patch, mais il regarde un peu au-dessus de ses lunettes, et donc c'est un petit peu moins efficace. Donc l'occlusion, on la démarre en général par patch cutané, avec un rythme et une durée qui seront variables selon l'âge et la sévérité de l'amblyopie. Et si on est dans le cas d'une amblyopie très profonde, parfois même qui peut être de 1 ou 2 dixièmes, on va cacher le bon œil de manière permanente, 24 heures sur 24, une semaine par année d'âge, pour qu'il fasse travailler son œil amblyope. Quand on a l'isoacuité, on alterne gauche-droite, et elle peut être prolongée, parfois relayée par d'autres techniques qu'on va revoir après. Bon, là, ça c'est vraiment le cas le plus extrême, et en fait, souvent, c'est adapté à chaque cas. Si on voit que ça remonte vite et que l'amblyopie n'était pas si profonde que ça, on n'est pas aussi agressif. Donc plus elle est précoce et plus elle sera efficace, ces rééducations d'amblyopie, on va toujours la tenter, même si le résultat sera quand même très médiocre au-delà de 7 ans. Donc on peut même aller jusqu'à des petits patchs. Je ne connaissais pas cela, Jean-Marc. Je ne sais pas si c'est très efficace, si ça cache bien par rapport au patch cutané. Mais bon, voilà, s'il y a la Reine des Neiges, peut-être que ça va mieux marcher. Et donc on fait un suivi. Donc c'est important que les enfants, on leur explique bien qu'on va faire travailler l'œil, qu'il faut qu'ils voient bien comme l'autre. Les parents aussi, il faut bien leur expliquer comment ça va fonctionner, parce que sinon, pour eux déjà, mettre des lunettes, c'est la honte, mais alors le collant, c'est la catastrophe. C'est la punition suprême. Et donc il faut aussi en parler avec l'enseignant. Il faut que les parents sensibilisent l'enseignant, surtout pour pas que les enfants se moquent de lui, etc. Donc s'il y a un petit patch Kars ou Vaiana, ça peut peut-être mieux marcher. Et donc on va suivre l'enfant avec des orthoptistes, parce qu'en fait le fait de cacher un œil, bon, il y a un risque de bascule, c'est-à-dire que l'amblyopie arrive sur l'œil qui est caché, mais en général c'est réversible, mais il faut quand même bien surveiller tous ces traitements d'occlusion. Et il faut informer les parents que le fait de cacher un œil, ça peut décompenser un strabisme sous-jacent, mais voilà, l'objectif c'est de faire remonter l'acuité visuelle de l'œil amblyope. Donc ça c'est pour vous montrer ce que c'est une pénalisation optique. Une fois que l'enfant voit bien des deux yeux, pour quand même pas trop l'embêter avec son cache, on fait 2 paires de lunettes. Donc il y en a une pour l'œil gauche, donc là l'œil gauche voit bien, puis celui-là il est tout flou, et là inversement. Et donc en fonction des jours, il porte l'une ou l'autre lunette, donc là on voit qu'il fixe avec celui-ci, celui-là est caché en fait, donc il dévie, et là il travaille avec celui-là, et celui-là est caché. Ça c'était là. Donc maintenant on a passé l'examen qu'on peut faire au cabinet, et maintenant quels sont les signes d'appel et les principales pathologies oculaires de l'enfant. Donc toutes celles dont on va parler vont nécessiter une consultation d'ophtalmologie, d'autant plus rapide que le symptôme est aigu et que l'enfant était jeune. Donc quel que soit l'âge, on va être alerté par un strabisme, des anomalies pupillaires, un larmoiement, des tumeurs, des malformations et les troubles réfractifs. Alors je fais rapidement le strabisme. Donc on a vu les reflets centrés. Le petit piège classique, c'est l'épicanthus, là, notamment chez cet enfant asiatique, où là, le pli palpébral est bien marqué, donc on voit un petit peu moins de blanc ici, on pourrait croire que c'est un strabisme convergent. En fait, au niveau du reflet, on voit qu'ils sont centrés, donc il n'y a pas de strabisme. Après, ça va être un petit peu plus urgent si le strabisme est avéré, récent et ou permanent. Parce que bien sûr, on va devoir éliminer une paralysie oculomotrice, surtout si l'enfant gêne en fermant un œil, c'est qu'il voit double. Donc assez souvent, on va jusqu'au bilan neuroradiologique dans le doute. Un bilan visuel, parce qu'il louche, donc est-ce qu'il a une amblyopie, et un fond d'œil pour éliminer une pathologie oculaire. Donc là, il y a quelques jargons, je vais pas trop m'étendre dessus dans tous les comptes rendus qu'on fait de strabisme. En gros, un convergent, on appelle ça une éso, un divergent, une exo, vers le haut hyper, vers le bas hypo, et quand c'est permanent, c'est une tropie, et quand c'est intermittent, c'est une phorie. Donc voilà, vous mélangez tout ça, puis vous avez tout ce qu'on peut retrouver. Voilà, et donc on mesure les angles de déviation en dioptrie. Voilà. Donc souvent, l'enfant va préférer un œil, voilà, qui est le moins souvent dévié, et parfois il est capable de changer. Un coup c'est un œil qui louche, un coup c'est l'autre. Voilà, donc là j'ai quelques photos. Les strabismes divergents, souvent, il louche, son œil il passe sur le côté là, quand elle est fatiguée. Voilà. Vous voyez cette petite fille là, qui compense très bien, là, qui a les deux yeux, les reflets centrés. Dès qu'on cache un œil, il y a l'œil qui part en divergence. Donc là on a une exophorie.
Là, il y a les strabismes congénitaux qui sont souvent associés à des torticolis, parce que c'est une attitude compensatrice de la tête aux troubles oculomoteurs. Donc, il y a quelques tableaux classiques. Il y a le syndrome de Brown. Et les paralysies oculomotrices congénitales, la plus fréquente, c'est le 4. Il y a un cas ici avec une manœuvre, on penche la tête sur le côté, qui démasque en fait la déviation et qui décentre les reflets. Voilà. Alors, ça, c'est l'effet assez spectaculaire du strabisme convergent qui est au moins souvent partiellement accommodatif parce qu'il y a une hypermétropie assez forte sous-jacente. Décidément, j'arrive pas, tant pis. Parce qu'il y a une hypermétropie assez forte sous-jacente et en fait, le fait de corriger cette hypermétropie va quand même corriger nettement il marche pas bien j'arrive pas très bien. Voilà. Le strabisme, donc là vous voyez cette petite fille, là, donc là elle a un strabisme convergent, un coup elle peut fixer avec son œil gauche, ici son œil droit, ici elle fixe avec son œil gauche. Et là quand même quand on met les lunettes, ça redresse quand même nettement la composante convergente du strabisme, pareil ici. Ça parce qu'en fait le réflexe, il y a un réflexe combiné d'accommodation et de convergence associé. Donc en fait si elle accommode pour compenser cette hypermétropie, elle se met à loucher en convergence en même temps. Voilà, donc ensuite on va passer aux anomalies de la pupille. Donc là du coup je vais vous demander pour quel enfant vous décrochez votre téléphone. A, B, C, D. Plus ou moins rapidement on va dire parce qu'il y en a 2 ou 3 quand même qui sont... Donc oui c'est plutôt la D. Même si la C est pas loin derrière et la B non plus. Et la A, s'il a cet âge-là, c'est pas urgent non plus. Alors, donc la leucocorie, donc c'est l'aspect de pupille blanche qui est souvent vu très bien sur les photos en fait, parce que ça fait ressortir le reflet pupillaire. Il faut se méfier de chaque parent qui va vous dire ah on voit pas tout le temps la lumière blanche, on voit que dans certaines positions du regard ou certaines. Là, il faut faire très très attention parce que ça peut cacher un rétinoblastome ou une cataracte congénitale. Et d'autres diagnostics un peu plus rares, comme un colobome. Une toxocarose, ici, donc c'est la localisation intravitréenne du parasite, qu'on voit quand même un petit peu ici. Une pathologie aussi plus rare, comme ici, la maladie de Côte. Mais bon, il faut garder en tête, du coup, le rétinoblastome et la cataracte congénitale, et surtout le rétinoblastome. Donc, le rétinoblastome entraîne une leucocorie, donc c'est quand même une maladie létale. Fort heureusement, aujourd'hui, avec les progrès on a 95% quand même de guérison après traitement. Le plus souvent, c'est sporadique, mais ça peut être héréditaire. Dans ce cas-là, c'est assez fréquemment bilatéral. Ça touche le jeune enfant autour de 12 mois. Donc les formes bilatérales héréditaires, ça va être avant. Il y a certaines formes un peu plus difficiles à diagnostiquer au-delà de 3 ans, mais en gros, il faut avoir la fenêtre 12 mois, 3 ans à l'idée. Donc ça peut être unilatéral, bilatéral, voire trilatéral quand ça atteint la glande pinéale en même temps. Et donc, on va demander un scanner. Alors maintenant, apparemment, on préconise plutôt les IRM pour les enfants pour limiter toute irradiation, pour rechercher des calcifications. C'est assez pathognomonique du rétinoblastome. Et donc, le traitement sera urgent en centre de référence, de plus en plus souvent conservateur par chimiothérapie et radiothérapie externe ou curithérapie. Et parfois, on est obligé de faire une énucléation. La cataracte congénitale, donc là je vous ai mis quelques photos, donc assez souvent héréditaire ou alors secondaire aux embryofétopathies, toxoplasmose, rubéole, syphilis, CMV et herpès. Elle est unie ou bilatérale, donc souvent si elle va être bilatérale, elle va entraîner un nystagmus du fait de la basse vision. Si c'est unilatéral, c'est très très ambiogène, donc on va opérer d'autant plus rapidement que la cataracte elle est unilatérale. Si elle est unilatérale, on va l'opérer dès le premier mois de vie, par exemple, et une bilatérale, on peut attendre éventuellement, par rapport au risque anesthésique, etc., 2-3 mois. Mais ça se fait quand même très rapidement. Donc il faut bien sûr être un opérateur entraîné à ce type de pathologie parce que le cristallin de l'enfant n'est pas du tout le même à opérer que celui de l'adulte. Donc on fait une phacophagie associée à une vitrectomie antérieure. Et aujourd'hui, alors il y a quelques années, on mettait des lentilles sur les yeux. Maintenant, on implante directement les enfants avec un implant multifocal. C'est une chirurgie très inflammatoire qu'il faut surveiller de près. Ces yeux opérés peuvent développer secondairement un glaucome. Et donc parfois, on suit les enfants sous anesthésie générale pour surveiller tout ça. Le colobome, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est une pathologie malformative qui est liée à un défaut de fermeture en inférieur de la vésicule optique au cours de l'embryogenèse. Donc le colobome, il peut être irien là comme là-haut,
toucher éventuellement la partie plus postérieure de l'œil, autour de la papille ici, ou carrément une portion plus large de rétine. À la naissance, il faut se méfier du syndrome Charge qui associe le colobome à d'autres malformations, des coanes, du cœur, des organes génitaux externes, et voilà, et des oreilles. La pupille tout à l'heure qui était en trèfle, là en fait ça s'assigne des synéchies, ce sont des synéchies irido-cristalliniennes. Donc c'est un symptôme d'uvéite en fait, c'est secondaire à une inflammation, l'iris vient se coller au cristallin. Donc la pathologie à connaître chez l'enfant c'est l'uvéite antérieure dans un contexte d'arthrite chronique juvénile idiopathique. En général ça vient quand même secondairement à l'inflammation articulaire, mais bon ça peut quand même la précéder. Ce qui est piège, c'est que c'est souvent à bas fruit, avec une très faible hyperémie conjonctivale. Donc, en général, on préconise un examen systématique tous les 3 mois pour ne pas passer à côté. Donc, c'est une uvéite quand même très très sévère, corticodépendante, qui se complique fréquemment de cataracte, d'hypertonie oculaire. Donc, souvent les corticoïdes locaux ne suffisent pas, on passe aux corticoïdes généraux, voire aux immunosuppresseurs. Ensuite, des anomalies de la pupille. Donc, bon, il y a la paralysie du 3, mais ici, je voulais parler du syndrome de Claude-Bernard-Horner, qui associe ptosis, myosis et une ophtalmie, et parfois une hétérochromie irienne comme ceci. Alors en général, l'hétérochromie irienne survient plus tardivement. Donc le Claude-Bernard-Horner, il peut être congénital, suite à un traumatisme obstétrical notamment, mais il faut se méfier bien sûr du neuroblastome. Donc on demandera une imagerie en précisant que celle-ci doit analyser tout le trajet du sympathique depuis l'étage thoracique jusqu'à l'œil. Alors le larmoiement, donc pareil, pour qui décrochez-vous votre téléphone? A, B ou C? Non, je sais pas. Oui, c'est A, bien sûr. Alors pourquoi? Vous voyez, cet enfant, il a un larmoiement clair, mais une cornée quand même de très très grand diamètre. Donc ça, c'est fortement suspect du glaucome congénital. Donc le glaucome congénital, il y en a 2 sortes. Il peut être primitif, et souvent à ce moment-là, il sera présent dès la naissance, ou secondaire à des malformations du segment antérieur. Donc dans tous les cas, en général, ça fait suite à des mutations génétiques. Donc c'est plus fréquent, bien sûr, en cas de consanguinité. Et les principaux symptômes, ça va être une photophobie, un larmoiement clair, et donc un diamètre cornéen supérieur à la normale. Comme ici, vous voyez, quasiment, ça occupe toute l'aire de la fente palpébrale. Avec un larmoiement, l'enfant est très photophobe. Et si on laisse évoluer, ici c'est un cas unilatéral, en fait la cornée ne peut plus compenser cette hypertonie, elle est complètement étirée et donc elle se trouble. Donc là c'est une cornée complètement décompensée et il n'est pas rare d'avoir à faire des greffes de cornée associées si la cornée est vraiment trop abîmée. Donc c'est vraiment une urgence extrême si vous voyez un enfant se présenter comme ça. Il faut faire un examen sous anesthésie générale d'emblée et faire la chirurgie dans le même temps, dès que le diagnostic est confirmé. Et pareil, ça sera un suivi sous anesthésie générale très prolongé parce que le propre malheureusement de cette pathologie, c'est de récidiver malgré la chirurgie. Alors ensuite, il y avait la petite fille là, qui avait l'œil très rouge. Donc la pathologie la plus embêtante chez l'enfant, c'est la conjonctivite allergique et notamment la forme la plus sévère qui est gigantopapillaire ou vernale. Donc en retournant la paupière, vous trouvez ces gros paquets là sous la paupière. Donc quand vous avez ça et qui frotte sous votre cornée, ça fait mal et ça l'abîme. Donc c'est assez sévère, malheureusement c'est chronique, ça touche plus souvent le garçon et c'est source de beaucoup d'absentéisme scolaire et de problèmes, de photophobie, ils ont souvent la casquette et ils sont très gênés, ils pleurent beaucoup. Et malheureusement la grosse complication, alors ça, je ne pense pas que ce soit un ulcère vraiment de kératite vernale, mais on peut aller jusqu'à l'ulcère cornéen. Et bon, il faut savoir c'est le seul ulcère qu'on traite par corticoïdes. Et bon, en général, il vaut mieux que ce soit l'ophtalmo qui s'en occupe. Et ici, j'ai mis comme une petite photo d'une réaction allergique qui est parfois très impressionnante, mais qui n'est pas grave. C'est le chémosis. On voit la conjonctive là, qui se gonfle, qui est pleine d'eau. Alors souvent, c'est très effrayant, mais pas de panique. Voilà, donc ensuite, il y avait le petit enfant qui avait l'œil tout sale, là. Donc ça, en fait, si le larmoiement est sale, ça, c'est pas grave. C'est une sténose des voies lacrymales. Donc là, j'ai refait un petit schéma des voies lacrymales. Donc c'est ici. À ce niveau-là, c'est bouché. Donc du coup, il y a une stase des larmes. Et donc c'est pour ça que c'est sale et que voilà. Donc on peut préconiser quand l'enfant est tout petit de faire des massages. En fait c'est une immaturité au niveau de la perméabilité. Donc en faisant des petits massages contre le nez, là, en appuyant, on peut essayer de rétablir la perméabilité. Il vaut mieux être au niveau
thérapeutique le plus simple possible, parce qu'en fait, il n'y a pas d'infection, c'est juste de la stase de larmes, donc on lave au sérum. Donc c'est vrai que les parents, ils sont embêtés, parce que c'est cracra, il a l'œil sale tout le temps et tout. Niveau esthétique, c'est pas top, mais voilà, il faut réserver les antiseptiques locaux pour des cures très courtes, et de même que les antibiotiques. Idéalement, les réserver que si conjonctivite associée, c'est-à-dire si l'œil devient rouge, le blanc de l'œil devient rouge. Donc ces enfants, on peut les sonder pour, si vraiment ça persiste, vers 6-8 mois en consultation. Mais c'est un acte qui est réputé, alors on ne peut pas leur demander, mais qui est réputé être très algique. Et on met une petite sonde, on la bute contre l'os du nez, puis on redresse d'un coup, on tombe dans le nez. Donc voilà, c'est un peu barbare. Et donc en fait, comme c'est censé évoluer quand même spontanément, favorablement, et que c'est qu'un problème esthétique, de plus en plus de centres, ils attendent l'âge de 12 mois, on peut l'endormir tranquillement, et sous-âgé, on lui pose une sonde. Voilà, si vraiment ça n'a pas disparu. Juste un petit point aussi sur les urgences, parce qu'ici, il y en a, parce qu'on en a déjà vu là en néonat, des conjonctivites purulentes du nouveau-né à gonocoque et chlamydia. Donc bien sûr, il faudra faire le traitement des parents et faire un prélèvement spécifié de recherche de chlamydia. Donc maintenant, l'azithromycine existe en collyre, mais pour la conjonctivite à chlamydia, même si on a le traitement collyre, on l'associe au traitement par voie générale, parce qu'il peut y avoir aussi des atteintes générales. Voilà, voilà. Alors ensuite, pour les tumeurs, pareil, pour quel enfant vous inquiétez-vous le plus? Je vais dépasser le temps. Bon, je crois entendre le D, donc c'est la bonne réponse, parce qu'il y a une petite dystopie, là, une petite exophthalmie, une petite ptose du globe vers la droite, vers le bas, donc on sent que c'est refoulé par quelque chose. Alors, donc ici, j'ai remis les photos. Donc là, sur cette photo ici, on peut penser, là, il faudrait palper, mais on peut penser que c'est la glande lacrymale ici qui est hypertrophiée, parce qu'on a une petite déformation de la paupière en S, là. Donc bon, c'est en palpant, en fait, qu'on aurait la réponse. Ça, c'est une photo d'Internet, donc voilà. Mais ça m'a fait penser vraiment à la dacryoadénite. Donc il y a la déformation en forme de S. Donc en général, si c'est unilatéral, on va plutôt pencher vers une étiologie infectieuse. Mais ça peut être bilatéral dans certaines autres infections et aussi dans la sarcoïdose. Ça peut être un lymphome, mais c'est en général chez l'adulte. Mais bon, dans tous les cas, on va quand même faire un scanner pour voir à quoi ça ressemble. Et là, ici, donc ça, c'est la dacryoadénite. Et quand c'est ici le sac lacrymal, c'est ça la dacryocystite. Et dans ce cas-là, elle est compliquée ici d'une cellulite orbitaire. Donc les signes de cellulite orbitaire, donc avec une infection grave qui nécessite l'hospitalisation d'urgence de l'enfant. Donc il y a comme ça une exophthalmie. La cellulite orbitaire associe donc une paralysie oculomotrice et aussi souvent une mydriase. Voilà, donc là, il faut faire très attention. Voilà, ici j'ai un petit cas qu'on a eu ici. Alors là, il ne faut pas faire attention à la paupière supérieure parce qu'elle a eu un traitement. Il faut regarder l'aspect de la paupière inférieure, ça passe peut-être pas très bien. On voit que c'est un petit peu démacié, un peu rouge, mais sans plus. Et donc en fait, ça passait pas. On avait essayé quelques traitements locaux. En plus, c'était piège, elle avait un petit point blanc à l'intérieur de la paupière qui faisait un peu chalazion. Mais bon, ça avait un look un peu bizarre, avec une oculomotricité qui n'était pas top symétrique. Et en fait, donc, elle avait un petit lymphangiome dans l'orbite qui a été traité par sclérothérapie. Voilà. Alors ensuite, le dermoïde du limbe, là, c'est pareil, c'est bénin, c'est un kyste embryonnaire tout à fait bénin, là, sur le côté, qui est présent à la naissance et qui est souvent associé au syndrome de Goldenhar, là, une anomalie au niveau des arcs branchiaux avec des oreilles un peu déformées, des petits appendices autour de la bouche ou devant les oreilles. Ça, vous en avez peut-être vu de temps en temps, le Goldenhar. Le chalazion, alors le chalazion, donc qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation parce que c'est une glande de mébomus qui est occluse. Les glandes de mébomus, c'est des petites glandes qui sont dans les paupières et qui sécrètent l'huile des larmes. Donc c'est ce qui assure la lubrification des larmes, enfin le côté lipidique des larmes, on va dire. Et donc là, c'est bouché, donc ça gonfle et puis c'est inflammatoire. Donc l'orgelet, c'est différent. Là, c'est une folliculite, c'est au niveau d'un cil. Donc le point blanc est au niveau d'un cil, un peu plus comme ici. Et là, ici, pour le chalazion, on voit que c'est la glande qui est occluse et on voit un petit point blanc au sommet. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait bénin, évidemment. Donc associé aux pommades antibiotiques corticoïdes, ça peut être bien de masser un petit peu. En fait, en mettant un gant d'eau chaude, ça va fluidifier l'intérieur. Un gant d'eau chaude, 1 ou 2 minutes, et après, on masse pour essayer de faire vider un petit peu cette glande, et puis ensuite de mettre la pommade. Voilà. Et donc ensuite, les tumeurs orbitaires un petit peu plus sévères. Donc, il faut penser au rhabdomyosarcome orbitaire.
On voit dès qu'on a un petit peu des exophthalmies inflammatoires subaiguës, c'est souvent assez brillant, ça évolue très rapidement. Ici, c'est au niveau d'une paupière. Donc ça s'associe œdème, troubles oculomoteurs et exophthalmie inflammatoire. Donc bien sûr, c'est une urgence. Heureusement, c'est très radio et chimiosensible. Donc biopsie et traitement ont lieu en centre de référence. Mais en fait, ça, c'est une tumeur qui est primitive de l'orbite. Le plus fréquent, en fait, au niveau de l'orbite, c'est les localisations secondaires d'une leucémie ou d'un neuroblastome. Et pour le neuroblastome, il y a une forme aussi d'échymose périorbitaire quand c'est bilatéral. Voilà. La dernière photo, ça c'est un kyste dermoïde de la queue du sourcil, tout à fait bénin, paraît un kyste embryonnaire. On fait quand même un scanner préopératoire pour vérifier qu'il n'y ait pas un morceau qui aille très très loin dans l'orbite et qu'on se retrouve un peu coincé en péropératoire. Voilà, un petit mot des malformations. Donc, dès qu'on a une malformation orbitaire, hop, direction le pédiatre pour éliminer un syndrome malformatif et un avis génétique. Il faut savoir que les petits-enfants anophtalmes, comme ça, en fait, c'est la croissance du globe qui stimule la croissance de l'orbite osseuse. Donc, un but esthétique, bon là, elle est grande, mais en fait, on va mettre des prothèses, des conformateurs régulièrement pour aider l'œil à se développer, enfin, l'orbite osseuse à se développer harmonieusement pour que ce soit symétrique et après, mettre une prothèse à visée esthétique. Voilà. Et toujours, je rappelle pour les malformations, le colobome, le syndrome Charge, par exemple. Voilà, donc les troubles réfractifs, ce qui peut orienter vers un trouble réfractif, il se met près de la télé, il a mal à la tête, il a les yeux rouges, il est fatigué. Les chalazions à répétition aussi doivent faire beaucoup suspecter, notamment un astigmatisme, le fait qu'il plisse les yeux, qu'il cligne, tout ça. Donc là, on va l'envoyer faire un bilan visuel et assez souvent, nous, on va jusqu'à la cycloplégie pour faire vraiment le tour de la question. Alors, je vais essayer d'aller vite, ça va? Je peux encore continuer un petit peu quand même? Bon, je vais aller très vite. Donc, on va faire un examen. Donc, dans ces situations qu'on va aborder ensuite, donc l'avis ophtalmologique devra être fait à la naissance et puis ensuite, avant 12 mois, une réfraction sous cycloplégie. On va aborder les situations résidant myopie, tout ce qui est retard d'acquisition, on envoie chez l'ophtalmo, tableau malformatif, les pathologies générales ou avec une atteinte oculaire fréquente, on va y revenir. Il y a parfois des cas où on ne sait pas trop le diagnostic, on va envoyer à l'ophtalmo, s'il y a certains cas où on peut aiguiller. Suspicion de maltraitance et la traumato, j'ai quelques diapos juste pour, voilà. Donc les anciens prémas, les anomalies chromosomiques, les troubles neuromoteurs, les malformations, les embryofétophathies, antécédents toxo, CMV, voilà, les toxiques. Et tout, dès que les parents vous disent « Ah bah moi j'ai des lunettes, ah bah moi j'ai eu un cache sur l'œil, moi je me suis opéré de l'œil », hop, tout de suite les enfants ils vont chez l'ophtalmo aussi. Voilà, donc les anciens prémas, donc on se méfie des extrêmes prématurés, surtout s'ils ont eu un antécédent de rétinopathie et d'hémorragie cérébrale. Donc les anciens prématurés ont plus fréquemment que les autres enfants des troubles réfractifs, donc besoin de lunettes, un strabisme, et peuvent avoir des séquelles de leur rétinopathie. Vous avez fait une petite diapo là sur rétinopathie du prématuré. Globalement, c'est une maladie vasculaire liée à un dérèglement du facteur de croissance vasculaire. Et donc ici, on a une forme débutante avec ce qu'on appelle le bourrelet. Et ici, on a jusqu'à une prolifération vasculaire anormale, donc qui peut se compliquer d'un décollement de rétine. Et ici, l'enfant a été traité au laser. Voilà. Donc la trisomie 21, on les voit aussi parce qu'ils peuvent avoir un kératocone, c'est-à-dire une cornée qui a tendance à se déformer. Ils peuvent assez souvent avoir des cataractes congénitales ou alors précoces et des amétropies souvent fortes, donc des lunettes, besoin de lunettes. Les neurofibromatoses de type 1, maladie de von Recklinghausen, on se méfie de l'apparition d'un gliome du nerf optique. Et parfois, on nous demande pour orienter le diagnostic de chercher des nodules de Leach. Il faut savoir que ces petits nodules sur l'iris, ils apparaissent rarement avant 7 ans. Voilà. Et aussi, dans d'autres contrées, la drépanocytose, maladie génétique qui touche la rétine également. Voilà, l'albinisme, on les voit souvent en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a une hypopigmentation irienne, on voit un fond d'œil normal. Ça, c'est leur fond d'œil. Là, les albinos, ils ont un fond d'œil comme ça, hypopigmenté. Donc du coup, comme c'est peu pigmenté, ils voient très mal. Alors personnellement, souvent de près, ils ne se débrouillent pas trop mal parce qu'en fait, ils balayent, ils ont un nystagmus qui s'installe pour compenser cette basse vision, puis ils arrivent à se débrouiller quand même correctement de près. Et donc, il y a aussi, ici, on voit l'atrophie irienne, on voit la lueur de la rétine qui apparaît par transillumination, tellement c'est un iris hypopigmenté. Donc on se doute du coup qu'il est très photophobe avec des iris comme ça. Ils ont souvent un strabisme associé, besoin de lunettes, mais voilà. Donc la correction, d'ailleurs, n'apporte pas grand-chose en termes de grain d'acuité visuelle, donc il n'y a souvent pas trop d'urgence à aller voir ces petits-là. Ensuite, donc je voulais rappeler qu'au niveau de l'embryogénèse, en fait, tous les feuillets de l'embryon se retrouvent dans l'œil. Donc en fait, l'œil contient tous les tissus
peut être atteint de toutes sortes de pathologies de toute nature et que du coup de nombreuses maladies génétiques s'expriment au niveau des yeux de par cette origine embryonnaire. Et donc finalement, beaucoup de pathologies peuvent avoir une expression ophtalmo. C'est tout l'intérêt de la spécialité en même temps. Voilà, donc on va orienter à l'ophtalmo facilement un syndrome polymalformatif, qu'il y ait ou non une atteinte oculaire. Donc là, ce petit, il a un ptosis bilatéral dans le cas d'un syndrome de Noonan. Et là, ce petit, il a des petites anomalies, des petites vergetures de la peau avec un staphylome complet, une opacité complète de sa cornée. C'est une maladie génétique aussi, mais on attend l'avis du généticien pour, pour avoir le nom. Par exemple, pour un enfant qui est épileptique, on va souvent lui faire un fond d'œil, parce qu'il y a une pathologie qui s'appelle le syndrome d'Aicardi, où il y a des anomalies de la rétine, etc. Les maladies de surcharge, les maladies métaboliques sont souvent aussi associées à des pathologies oculaires. Les autres pathologies, voilà, l'arthrite chronique juvénile, sarcoïdose, maladie des griffes du chat, toxoplasmose congénitale, etc., etc. Le diabète, souvent, il faut quand même un diabète prolongé, même de type 1. C'est souvent pas avant 10 ans d'évolution d'un diabète de type 1, voire 15, allez 20 ans. Donc souvent, un petit enfant, on ne les suit pas pour le diabète, qui a une rétinopathie diabétique. Mais bon, pour la plupart des pathologies, des fois, on peut se demander est-ce qu'il y a une atteinte ophtalmologique possible. Voilà, la maltraitance, je voulais revenir sur le syndrome de Silverman, donc ça donc des traumatismes directs, et le syndrome du bébé secoué aussi malheureusement, donc qui entraîne des hémorragies rétiniennes, plus ou moins importantes, voilà, plus ou moins étendues, parfois d'âge différent, ce qui signe la répétition des traumatismes. Et là ici, avec une rétine comme ça, on peut même avoir une diminution de la lueur pupillaire. Voilà, la traumato, du coup, je voulais faire juste 2 diapos de traumato et j'ai fini. Comme chez l'adulte, pensez à la fracture du plancher de l'orbite et incarcération du muscle qui peut se faire aussi chez l'enfant. Donc dès qu'on a un gros œdème, on va quand même l'envoyer à l'orthoptiste. Bon, de toute façon, en général, on ne les suit pas en ville. Et là, cette plaie-là qui atteint le bord libre là, au niveau de la marge des cils, celle-là, elle nécessite une suture aussi spécialisée. Voilà, et la traumato, il faut se méfier parce que donc, les enfants, ils se prennent des coups, ils se prennent des pains et puis ils disent rien, voilà, ça passe un peu inaperçu. Donc ça, donc une mydriase, ça fait suite souvent à une contusion, donc un traumatisme direct sur l'œil sévère. Le stade après, donc c'est l'iphéma, il y a du sang dans la chambre antérieure, donc ici ça paraît un peu trouble et après ça se collecte en bas. Donc ça c'est l'iphéma. Quand c'est vraiment très sévère, l'iris, une iridodialyse, l'iris se décolle. Et quand il y a une plaie perforante, il faut faire attention. Donc là on voit bien une plaie perforante, la pupille elle est déronde. Il y a un petit peu de sang, c'est un drôle de look. Là, pareil, on voit la pupille déronde. Il faut se méfier chez l'enfant parce que en fait, l'iris peut se mettre, ici, une toute petite plaie, hop, l'iris peut se mettre dedans, ça colmate le tout, puis on voit trop rien. Donc voilà, donc, dès qu'il y a une suspicion de traumatisme, il faut quand même examiner l'enfant. Voilà, donc je rappelle, quel que soit l'âge, troubles du comportement visuel, strabisme, leucocorie, exophthalmie, larmoiement clair avec photophobie pour le glaucome, les malformations, les suspicions d'enfance maltraitée, on peut faire un fond d'œil pour chercher des hémorragies. Et les troubles réfractifs, dès qu'on y pense par rapport aux symptômes que présente l'enfant. Et donc je termine par les petites images, là, la leucocorie, l'exophthalmie, rechercher l'ambliopie, le glaucome et les parésies oculomotrices et les strabismes. Voilà. Bonsoir, j'essaye le micro, parfait, ça fonctionne. Merci, je remercie l'association médicale pour l'invitation et Cécile d'y avoir pensé. On ne s'est pas consulté avec Cécile, donc il va y avoir des petites redites, mais ça sera pas... oui, ça sera des petits rappels sur notamment la notion d'ambliopie et de strabisme. Donc je suis Jean-Marc Desval, je suis orthoptiste et je vous propose de vous parler du dépistage des troubles visuels en milieu scolaire qui est effectué par les orthoptistes en province sud et en province nord en Nouvelle-Calédonie, mais là on va parler que de la province sud, effectué par moi et par ma collègue Solveig. Donc des petits rappels en doublant de Cécile. Donc l'ambliopie, c'est la différence de vision entre les deux yeux et on parle d'ambliopie à partir du moment où on a une différence d'acuité visuelle de 2 lignes entre les deux yeux et la prévalence de l'ambliopie dans la population est de 2 à 5% en fonction des études qui sont faites. Moi de mon côté, je parle des ambliopies fonctionnelles, donc les ambliopies de distorsion spatiale qui sont, comme le disait Cécile,
des amblyopie liées à l'anisométropie, qui est la différence de réfraction entre les deux yeux, ou des amblyopies méridionales, donc c'est des astigmatismes différents aussi entre les deux yeux, ou de privation visuelle prolongée, comme la cataracte ou l'optosis qu'on a vu tout à l'heure. Et l'amblyopie de suppression corticale qui est en rapport avec les strabismes, sachant qu'il peut y avoir des amblyopies mixtes qui, évidemment, regroupent les deux. Le traitement de l'amblyopie, on l'a vu tout à l'heure, on le redit, c'est pas plus mal. Donc c'est correction optique totale après cycloplégie pour commencer, occlusion du bon œil, pénalisation, et puis on peut passer à des modes de traitement qui sont moins lourds, qui sont les secteurs ou les filtres, en fonction de la nécessité. Les strabismes, effectivement, j'ai trouvé quelques articles qui faisaient note de prévalence différentes en fonction de l'origine ethnique de l'enfant, et ce qui va assez dans le sens de ce qu'on retrouve nous dans le dépistage en province sud ou en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on a une prévalence de strabisme qui est beaucoup moins importante en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, aux grandes dames des orthoptistes, parce que ça nous fait moins de travail. Mais bon, c'est surtout effectivement, il y a des populations qui sont un peu plus à risque. Mais effectivement, chez la population mélanésienne, on va rencontrer moins de strabisme. Et les conséquences à long terme sur le strabisme, sur la qualité de vie, le préjudice esthétique, les difficultés à percevoir les distances, qui est un moindre handicap, et paradoxalement, l'absence d'impact sur les apprentissages scolaires du strabisme hors diplopie, sauf si c'est une paralysie oculomotrice avec diplopie, bien entendu. Les amétropies qui nous intéressent dans le dépistage et dans le dépistage en milieu scolaire sont les amétropies qui sont susceptibles de provoquer des strabismes, donc une hypermétropie classiquement supérieure à 2 dioptries, qui comporte donc 87% de décompensation d'un strabisme, l'anisométropie supérieure à 1 dioptrie, l'astigmatisme n'est pas significatif. Et pour reparler donc les conséquences psychologiques sur les strabismes, et là je me suis juste répété et pas relu dans ma diapo. Donc les orthoptistes vacataires en province sud, donc c'est dans les compétences des orthoptistes que d'intervenir pour faire le dépistage en milieu scolaire. On travaille sous la responsabilité du médecin-chef du centre médico-scolaire. En province sud, on intervient dans les sections de petits de maternelle, que ce soit dans le public ou dans le privé. En province nord, on intervient en plus des maternelles dans les sections de CP, en PMI, et on intervient également dans les CLIS, ce qui n'est pas fait en province sud, et en province des îles, il n'y a aucun dépistage de fait. Le matériel utilisé par l'orthoptiste itinérant, c'est juste une lampe de fixation, un stéréotest de langue dont parlait Cécile tout à l'heure, une échelle d'acuité visuelle de Pigassou, qui est une échelle intéressante parce qu'elle peut être faite à 2,50 m, sachant qu'à 3 ans, des fois, c'est une question d'attention visuelle aussi, la mesure de l'acuité visuelle. Et à 2,50 m, on capte encore l'attention des enfants. Et un autoréfractomètre Wesch-Alin, qui est un autoréfractomètre à distance, un peu plus intéressant que le Rétinomax, qui des fois nécessite d'être collé sur le front de l'enfant. Donc cet appareil est utilisé par les orthoptistes sans cycloplégique, donc il donne une valeur qu'approximative de la métropie. Mais il est très fiable au niveau des astigmatismes notamment et des anisométropies, les différences de réfraction entre les deux yeux. La façon dont on pratique, c'est qu'on voit les enfants en dehors de la classe dans une salle à part, par petits groupes de 3. La première étape consiste à évaluer la coopération des enfants. En fonction de la période de l'année, c'est clair que quand on va commencer le dépistage, là, maintenant les enfants viennent juste de rentrer, donc c'est extrêmement difficile. On a encore des enfants qui pleurent pendant 1 mois après la rentrée au niveau de l'école. Mais on essaye d'évaluer la coopération. On fait les tests d'acuité visuelle au test de Pigassou de l'œil droit et de l'œil gauche, le stéréotest de langue. En orthoptiste, donc, on étudie les reflets cornéens, le cover test, c'est-à-dire le fait de cacher un œil ou de cacher l'autre œil, l'étude des versions également, l'évaluation du PPC et, si nécessaire, l'évaluation de la métropie à l'autoréfractomètre. Alors, les résultats que j'ai pu collecter, en tout cas sur les 3 dernières années, parce que je suis remonté jusqu'en 2015, donc sur un échantillon de 6817 enfants de maternelle petite section,
Déjà, il y en avait 13,8% qui étaient absents lors du dépistage. Alors, j'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé de chiffres sur cette notion, mais ça mériterait de s'y plonger un peu, parce que je ne sais pas si c'est un chiffre habituel d'absentéisme en milieu scolaire, si c'est pareil dans d'autres régions. Dans les limites de la normale, donc 67% des examens. Douteux ou à surveiller sont des enfants qui soit ne coopèrent pas bien ou dont on a un doute au niveau de l'examen, ou la baisse d'acuité visuelle n'est pas suffisante pour les adresser en ophtalmologie, ça représentait 8,3%. Ces enfants sont signalés à la médecine scolaire qui repasse en section de moyens l'année d'après, qui va les examiner de façon un peu plus serrée. Et 10,7% des enfants qui sont vus en moyenne sont adressés en ophtalmologie par les orthoptistes. Ça, c'est un tableau qui est un petit peu moche, mais qui récapitule l'ensemble des signes des troubles visuels qu'on a pu collecter. Au total, en 3 ans, donc on a pu dépister, enfin en tout cas sur mon échantillon, 232 enfants avec une amblyopie, 644 enfants avec des amétropies et 77 strabismes. Ce qui fait une prévalence sur l'échantillon global de 3,4% d'amblyopie, 9,4% d'amétropie et 1,1% de strabisme seulement, ce qui n'est pas beaucoup. Et dans les autres, on compte les ptosis et les autres problèmes qui peuvent être associés. J'ai l'impression de présenter le résultat des élections. Donc, les difficultés de ce dépistage, il n'y en a pas spécialement en termes d'organisation, si ce n'est parfois dans certaines écoles un peu compliquées. Les difficultés qu'on rencontre, elles concernent surtout l'absence de suivi des enfants dépistés adressés en ophtalmologie, parce que l'orthoptiste ne bénéficie d'aucun retour suite à son dépistage. Donc on est un petit peu embêté par rapport à ça, parce que l'orthoptiste étant pas médecin, il ne fait pas de diagnostic. Donc nous, on va juste dépister un trouble visuel, mais on ne va pas forcément savoir ce qu'il en retourne après derrière, puisque normalement les ophtalmos sont censés retourner des bons de consultation, mais on a très peu de retours à ce niveau-là. Pardon ? On n'envoie à personne. On dit aux parents d'aller voir un ophtalmologiste, et en fonction de leur couverture sociale, ils vont un petit peu là où ils peuvent aller aussi. Hein. Mais il y aurait peut-être quelque chose à améliorer en termes de suivi, parce que ça permettrait d'affiner un petit peu les diagnostics que nous ne faisons pas, parce que nous, on dit juste qu'on a trouvé un trouble visuel, c'est tout, mais en fait, on ne sait pas au bout du compte. On a des enfants qui sont dépistés avec une amblyopie pour lequel on n'a pas trouvé d'explication ni de strabisme ni d'amétropie, et pour lesquels on peut soupçonner un problème organique, mais on ne sait pas du tout derrière ce qu'il en est. De la même façon, effectivement, on a des retours de direction d'école qui nous disent qu'il est assez compliqué de savoir le nombre d'enfants qui sont même allés consulter après qu'on ait fait passer le bon de consultation aussi. Et en l'absence de ces données, c'est assez difficile de pouvoir évaluer les résultats de ces vacations en termes économiques et financiers. Voilà. Donc on est quand même efficace dans la mesure où on a une prévalence d'environ un peu plus de 10% par classe d'enfants qui sont dépistés et dont les parents n'avaient rien remarqué, ou les enseignants n'avaient rien remarqué non plus. Donc, quel que soit le niveau social d'ailleurs, il m'est arrivé de faire des dépistages à Kindy School ou dans certaines écoles où il y avait des prévalences qui étaient beaucoup plus importantes que dans d'autres écoles. Par contre, là, je suis sûr que les parents les emmènent bien chez le médecin. C'est à moindre coût parce qu'on est des orthoptistes, donc on n'est pas payé très cher et qu'on a du matériel qui ne coûte pas cher non plus. La responsabilité des parents, elle est engagée là-dedans, dans la mesure où nous, on ne peut pas les forcer à les consulter derrière, et que on n'est pas des gendarmes non plus pour aller les surveiller. Et j'insiste surtout sur le fait que c'est la prise en charge précoce, comme le disait Cécile tout à l'heure, et correcte du strabisme et de certaines amétropies qui règle le problème, et pas le dépistage. Un dépistage sans prise en charge derrière ne présente pas d'intérêt. Voilà, je suis un peu plus rapide que d'autres. Je passe à mon deuxième petit sujet. Donc je vais de la même façon vous faire une présentation assez rapide du
bilan du travail essentiel, on va dire, des orthoptistes en cabinet qui concerne le bilan orthoptiste et la rééducation orthoptique. Ça me semblait intéressant d'en parler pour tout un tas de raisons, mais surtout par rapport un peu aux idées fausses qu'on peut se faire sur la rééducation orthoptique. On entend très souvent que les orthoptistes sont des kinés des yeux ou sont des profs de gym ou qui font de la musculation. Et je tenais un petit peu à clarifier un peu les choses dans ce domaine pour les gens qui sont pas ophtalmologistes forcément. Donc, on va peut-être, je ne vais pas m'éterniser sur les définitions un peu fondamentales, mais c'est l'ensemble des traitements. La rééducation, c'est l'ensemble des traitements actifs non optiques et non chirurgicaux tendant à l'amélioration des déséquilibres oculomoteurs, normalisation des relations binoculaires. Les travaux qui ont validé cliniquement la rééducation orthoptique sont essentiellement américains. On a très peu de travaux de validation clinique en métropole. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres professions médicales, mais en tout cas, les Américains sont plus en avance que nous là-dedans. Donc le bilan orthoptique commence par un interrogatoire. On va interroger le patient sur ses antécédents ophtalmo, le motif de consultation et ses antécédents dans le domaine organique. Est-ce qu'il a été opéré de la cataracte? Est-ce qu'il a des problèmes particuliers? S'il a vu un ophtalmologiste, quelle est l'antériorité de la consultation aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a vu il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans? Les antécédents optiques nous intéressent. Un bilan orthoptique sans connaître la réfraction, ça ne présente aucun intérêt. Donc on veut absolument savoir ce qu'il a comme lunettes ou comme type d'équipement d'ailleurs optique. Et quand c'est un enfant, ça nous intéresse aussi de savoir si l'ophtalmo a entrepris une cycloplégie ou s'il a fait une réfraction sans cycloplégie. Parce que ce n'est pas encore systématisé. Au plan général, les informations nous intéressent concernant le diabète, la maladie de Basedow, qui sont susceptibles de provoquer des paralysies oculomotrices ou des fibroses, et les traitements qui peuvent être plus ou moins toxiques au niveau du lien binoculaire également, comme les benzodiazépines, les anxiolytiques et les antécédents traumatiques nous intéressent. Donc on va noter tout ça dans l'interrogatoire du patient. La symptomatologie fonctionnelle dans l'interrogatoire. Donc, ce qu'on appelle la sténopie de fixation, c'est un cortège de symptômes qui va de la fatigue visuelle, douleur oculaire, des larmoiements, des irritations. Accommodatonie, ce sont des troubles de l'accommodation, notamment passer de vision de près à vision de loin ou de vision de loin à vision de près, voire une diplopie intermittente. Les céphalées qui viennent de la symptomatologie fonctionnelle qui nous intéresse sont assez caractéristiques et faciles à reconnaître. Donc ce sont des céphalées vespérales en masque, périorbitaire, rétrooculaire, asymétriques, qui sont chroniques et qui augmentent avec le temps au fur et à mesure des années en l'absence de prise en charge. On va avoir d'autres symptômes rarement associés par les patients ou par les prescripteurs qui sont des vertiges qui sont plus des sensations vertigineuses, des impressions d'ivresse qui ne sont pas des vrais vertiges. Des syndromes nauséeux, type mal de mer, et des troubles cognitifs, et une asthénie, notamment chez les jeunes, chez les enfants et chez les adolescents. C'est assez caractéristique. Il faut avoir subi une séance de rééducation pour le comprendre soi-même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pompe une énergie et qui fatigue énormément quand ça dysfonctionne. Donc l'idée pour l'orthoptiste, c'est d'aider à un diagnostic différentiel, donc pour pas envoyer le patient sur une mauvaise piste avec la rééducation. Donc l'accommodatonie, on va s'interroger sur la présence d'une hypermétropie latente et on peut être amené à redemander à l'ophtalmo de faire un examen sous cycloplégie si ça n'a pas été fait ou si c'est trop ancien. La diplopie, dans tous les cas, doit faire penser à une paralysie oculomotrice. Donc là aussi, on va faire un minimum de bilan neuro-ophtalmo quand c'est une découverte ou quand on pense que la paralysie est d'origine assez récente. Les vertiges, on fait des différences avec les vertiges classiques et on peut demander effectivement un avis ORL. Les céphalées non fonctionnelles, c'est-à-dire les céphalées du matin au réveil, de la nuit ou des choses comme ça, on va orienter sur l'ORL, le généraliste ou sur l'occlusodontiste. Pour les troubles de l'articulé manducateur. Et les yeux rouges, on peut être amené à se poser des questions sur des présences d'allergie. On va renvoyer également sur l'ophtalmo, voire l'allergologue. Le déroulement du bilan orthoptique, donc on va dans un premier temps
tester très rapidement ce qu'on appelle la CRN, c'est la correspondance rétinienne normale, c'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier que le patient a une vision binoculaire déjà à la base qui fonctionne à peu près normalement. Dans un deuxième temps, on va regarder la phorie, qui est la déviation latente dont parlait Cécile tout à l'heure, l'exophorie, l'ésophorie. On va étudier les vergences qui sont les capacités de compensation des déséquilibres. On va également étudier les versions et la motilité conjuguée, les poursuites, les saccades ou les versions à la recherche de paralysie oculomotrice. Et on conclura à ce bilan qu'il est normal, qu'il est limite, qu'il est anormal, où on peut être amené à demander des examens complémentaires. En cas de correspondance rétinienne anormale, donc quand il n'y a pas de CRN, effectivement, on va penser tout de suite à un strabisme, un microstrabisme, une paralysie, une anisométropie ou une amblyopie. Et on verra tout à l'heure que dans ces cas-là, on n'entamera pas de rééducation orthoptique dans ces cas-là. Donc les indications orthoptiques, c'est s'il y a une symptomatologie fonctionnelle, on regarde la vision binoculaire avec CRN. S'il y a un dysfonctionnement de la vision binoculaire, on fait une rééducation orthoptique. Si, en l'absence de symptomatologie fonctionnelle, même si on trouve un problème clinique, on ne fait pas de rééducation. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le patient qui a un déficit clinique mais qui ne s'en plaint pas, on va le laisser tranquille sous peine de lui créer sinon des symptômes. Si on n'a pas de vision binoculaire avec CRN non plus, donc si on a un microstrabisme par exemple, on ne fait pas de rééducation. Et s'il n'y a pas de dysfonctionnement binoculaire, bien entendu qu'on ne rééduque rien du tout, puisqu'il n'y a rien à rééduquer. Les contre-indications donc, à la rééducation, comme on le disait, c'est patient asymptomatique, absence de vision binoculaire, amétropie mal ou non corrigée, et les syndromes inflammatoires comme les fibroses, auxquels on ne doit pas toucher non plus en rééducation. Le concept de rééducation, en essayant de faire le plus simple possible, c'est un dysfonctionnement binoculaire dont on pourrait discuter des heures sur l'étiologie de dysfonctionnement et d'où il vient, qui occasionne des symptômes. Ces symptômes occasionnent des stratégies d'évitement, c'est-à-dire que si on a un problème de convergence, on va avoir tendance à reculer sa fixation, on va moins lire, on va moins utiliser sa convergence. Et comme on a des stratégies d'évitement, il y a une aggravation du dysfonctionnement binoculaire. Donc le patient est en boucle comme ça sur un dysfonctionnement qui l'auto-alimente et qui ne s'arrêtera pas et qui va s'aggraver parce que les symptômes vont augmenter au fur et à mesure que le dysfonctionnement va arriver. Le concept de rééducation, c'est une reprogrammation des fonctions, en fait. On va faire des exercices de rééducation qui sont, contrairement à ce qu'on peut penser, un petit peu spéciaux. C'est-à-dire qu'ils ne consistent pas à prendre un stylo et à faire converger des gens, parce que ça ne présente aucun intérêt dans la mesure où on ferait que aggraver en réalité quasiment le problème de la personne, puisqu'on va la faire converger comme elle le fait elle-même, c'est-à-dire en dysfonctionnant. Donc on utilise des systèmes soit prismatiques, on verra tout à l'heure, pour faire fonctionner en opposition l'accommodation et l'émergence. On va avoir une normalisation de ces relations entre l'accommodation et la convergence, une levée du stress visuel du fait de cette régularisation, la levée des stratégies d'évitement et en fait à terme, une fois qu'on a fait un programme de rééducation complet et que la rééducation que la vision binoculaire se remet à fonctionner normalement, on a une pérennisation du fonctionnement binoculaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de la tête qu'on fait des séances et qu'on va en refaire et qu'on va en refaire. À partir du moment où la vision binoculaire s'est normalisée, il n'y a plus de décompensation, sauf accident, sauf cas particulier, sauf grossesse, sauf intoxication, traumatisme crânio-cervical. Mais sinon, en général, on a très peu de redécompensation. Et nous, on voit des patients 10 ans, 15 ans après qui n'ont pas bougé, qui sont restés dans la norme. Les systèmes classiques de rééducation sont des systèmes que vous avez peut-être déjà vus, donc des barres de prisme, le synoptophore. J'en ai choisi un qui est tout à fait récent, pour l'image. Et la plaquette de Mavas avec des exercices de stéréogramme. Le matériel un petit peu plus récent, depuis quelques années, sont des logiciels. Le logiciel HTS, qui est un logiciel de télérééducation qui est développé dans l'Arizona. Le Top Vision, qui est un logiciel qui avait été développé par un ophtalmologiste argentin. Et Holost, qui est un logiciel qui est développé dans notre cabinet à Nouméa et qui est en voie de diffusion en métropole. Donc, Holos, pour le présenter, il comporte des modules de test. Donc, il va évaluer la correspondance rétinienne, la phorie, la fusion. Il est capable de faire une déviométrie également, donc un test de Lancaster.
Et il a un petit module de champ visuel de netteté qui est un module qui permet de vérifier comment les patients équipés de verres progressifs ont un champ de vision qui est correct ou décentré ou qui n'est pas tout à fait adapté. Ce qui explique que certains patients avec verres progressifs ne supportent pas leur verre progressif, mais à cause d'un problème de centrage des lunettes. Donc ça nous intéresse aussi de savoir qu'on ne sert à rien de rééduquer ces gens-là s'ils n'ont déjà pas un bon équipement optique à la base. Les modules d'exercice, des exercices de vergence, des stéréopères ou des SIRTS, qui est un acronyme qui veut dire Single Image Randomized Digit Stéréogramme. Ce sont les images magiques, les livres d'images magiques, des choses comme ça, mais qui sont des stéréogrammes calibrés. Donc le logiciel, il propose à ce jour on est pas loin de 150 modules différents qui sont extrêmement gradués, avec des niveaux de progression et un protocole de rééducation qui est bien rodé aussi et qui permet de s'adapter à chaque patient et à chaque évolution. Et juste un mot là-dessus, c'est qu'en rééducation, on fonctionne sur prescription médicale au niveau du bilan. La prescription des séances est de la compétence des orthoptistes qui décident le nombre de séances suivant la nomenclature. Mais nous, ça fait quelques années qu'on fonctionne en programme de rééducation, c'est-à-dire qu'on demande un nombre maximum de séances, mais ce nombre est de 12 séances dans la nomenclature en règle générale, et on est en moyenne actuellement avec ces nouveaux systèmes de rééducation tombés à 7 ou 8 séances en moyenne, pour obtenir le même résultat qu'on obtenait avant, avec moins d'effets secondaires. Ce qui n'est pas cool pour nos affaires non plus. Il faut qu'on trouve un système qui marche moins bien. Pour les médecins non ophtalmo, que ça pourrait intéresser de demander des bilans orthoptiques, parce qu'il y en a déjà qui le font. L'idée, c'est juste, je pense, de par l'examen, l'interrogatoire et les signes fonctionnels que l'indication de prescription peut être faite. Il n'y a pas besoin de faire d'autres examens particuliers de dépistage. C'est juste en parlant avec son patient qu'on sait s'il a besoin ou pas d'un bilan orthoptique. L'idée, c'est est-ce qu'il a eu une consultation ophtalmologie récente? S'il n'en a pas eu, il faut d'abord l'adresser en ophtalmologie, parce que ça, c'est... Pardon? Récent, c'est quoi? C'est un an? Récent, je dirais, ça dépend de l'âge du patient, en fait. Ça dépend de l'âge du patient, mais si c'est un enfant ou si c'est une personne de 60 ans, c'est pas la même chose. Récent par rapport à l'âge. Donc ça, c'est au médecin d'évaluer ce qui est récent par rapport à ça. Mais disons que s'il a eu une consultation l'année d'avant, on peut considérer que c'est récent. S'il a eu une consultation récente sans prescription de bilan, parce que ça arrive aussi, donc à ce moment-là, on peut prescrire simplement bilan orthoptique ou bilan, comme on le fait pour les orthophonistes, bilan orthoptique ou bilan orthoptique avec rééducation si nécessaire. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux.